Que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant refuse d'oublier son peuple? Le président Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a décidé de faire ce que peu de dirigeants osent, tendre la main à ceux que le monde semblait avoir abandonnés. Un matin, alors qu'il étudiait les derniers rapports dans son bureau présidentiel, un messager fit irruption avec une nouvelle urgente. Les États-Unis allaient rapatrier plusieurs citoyens d'origine burkinabé installés depuis des années sur leur sol. Ces jeunes, partis autrefois avec l'espoir d'une vie meilleure, rentraient maintenant dans leur pays d'origine, souvent sans attache, sans repère et sans avenir clair. Beaucoup avaient affronté l'exil, la discrimination et la solitude. Si certains avaient réussi à se faire une place, la majorité revenait marquée par des épreuves, perdue entre deux mondes. Pour eux, ce retour n'était pas une fête, mais un choc, comme une défaite silencieuse. Mais pour Ibrahim Traoré, cette nouvelle n'était pas un simple événement diplomatique. Il y voyait bien plus. Ces jeunes n'étaient pas des laissés pour compte. Ils représentaient un espoir, une énergie nouvelle. Formés ailleurs, exposés à d'autres réalités, ils étaient des vecteurs de changement. Et surtout, ils étaient les enfants du Burkina Faso. Je les accueillerai comme il se doit, pensa-t-il. Nous ne pouvons pas permettre que notre jeunesse soit victime des erreurs du passé. Ce retour, nous en ferons une renaissance. Lorsque les premiers avions atterrirent, l'ambiance à l'aéroport était lourde d'émotions. Certains revenaient avec joie, d'autres avec la peur au ventre. Mais ce jour-là, au milieu de la foule, Ibrahim Traoré était là, en personne. Il n'était pas simplement un chef d'État. Il était le visage de la compassion, le symbole d'un avenir possible. En s'adressant aux jeunes rapatriés, il leur dit « Bienvenue chez vous, vous n'êtes pas des échecs, vous êtes notre force, notre avenir, ce pays vous attend. » Ces paroles simples, mais puissantes, bouleversèrent beaucoup d'entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient reconnus, valorisés. Ibrahim poursuivit. « Vous avez acquis des compétences, des connaissances, une vision du monde. Ce que vous avez vécu peut servir à bâtir un Burkina Faso plus fort. » Et ce n'était pas que des mots. Très vite, des projets virent le jour. Le président lança le programme Bâtisseurs de demain, une initiative nationale visant à intégrer les rapatriés dans la reconstruction du pays. Les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de la technologie furent revitalisés. Des écoles furent modernisées, des routes construites, des centres de soins équipés. L'un des exemples les plus marquants fut celui d'Aminata, une jeune ingénieure formée aux États-Unis. À son retour, elle doutait de sa place. Mais quelques semaines plus tard, elle dirigeait la construction d'un pont reliant plusieurs villages isolés au centre urbain. Un ouvrage vital pour le commerce et l'accès aux soins. Un soir, elle confia au président « Je ne pensais pas pouvoir changer quoi que ce soit ici. Aujourd'hui, je réalise que je construis bien plus qu'un pont. » Et Ibrahim de répondre, avec un sourire, « Tu construis l'avenir de notre nation. » Petit à petit, les mentalités changèrent. Les rapatriés cessèrent d'être vus comme un poids. Ils devinrent des acteurs essentiels du renouveau. La société commença à se transformer, plus inclusive, plus dynamique, plus ambitieuse. Bien sûr, les défis étaient encore là. Certains cercles du pouvoir, liés aux anciennes pratiques de corruption, tentèrent de freiner cette révolution silencieuse. Mais Ibrahim tenait bon. Son engagement était sans faille. Il visitait régulièrement les chantiers, écoutait les jeunes, s'assurait que les promesses soient tenues. À travers ses actions, il prouvait qu'un autre leadership était possible, un leadership enraciné dans l'espoir, le respect et l'unité. Il montrait au monde que le Burkina Faso
n'était pas un pays à plaindre, mais une terre en pleine renaissance. Les jeunes rapatriés avaient quitté leur patrie avec des rêves inachevés. Aujourd'hui, ils revenaient pour les réaliser, non plus comme exilés, mais comme bâtisseurs. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso écrivait une nouvelle page de son histoire, une page faite de dignité, d'audace et de foi en l'avenir. Malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation, Ibrahim resta inébranlable. Sa détermination ne fléchissait pas. Il persistait à affronter ceux qui, tapis dans l'ombre, tentaient de freiner l'élan de renouveau qu'il impulsait à son pays. À ses proches, il répétait souvent avec conviction « Vous pouvez essayer de m'arrêter, mais nous avancerons. Il n'est plus question de reculer. Le peuple mérite mieux que l'indifférence de ceux qui n'ont jamais vraiment œuvré pour lui. » Au fil des mois, un vent nouveau soufflait sur le pays. L'espoir, que beaucoup croyaient éteint à jamais, renaissait dans les cœurs. Les jeunes rapatriés, longtemps perdus et hésitants, retrouvaient peu à peu leur place au sein d'un Burkina Faso en pleine transformation. Ils n'étaient plus de simples témoins. Ils devenaient des acteurs du changement, bâtissant, de leurs mains et de leurs rêves, une nation nouvelle. Ibrahim, observant ce bouillonnement d'énergie et d'initiative, sentait que sa vision prenait corps. Il voyait les chantiers fleurir, les routes s'étendre, les écoles s'élever et les centres de santé ouvrir leurs portes dans des zones longtemps oubliées. C'était un souffle d'avenir qui traversait le pays tout entier. Et ce n'était que le début. Un changement profond s'opérait. Le pays, autrefois miné par la fuite de ses cerveaux et le découragement de sa jeunesse, devenait un terreau fertile pour l'innovation, l'engagement citoyen et le développement durable. Partout, on voyait des jeunes travailler, rêver, créer. Burkina Faso s'éveillait. Mais cette dynamique ne plaisait pas à tout le monde. Certains, bien installés dans les privilèges de l'ancien système, voyaient d'un mauvais œil cette révolution silencieuse. Les efforts d'Ibrahim pour combattre la corruption et promouvoir l'autonomie nationale dérangeaient les plus puissants. Ils se sentaient menacés, car leurs intérêts personnels étaient désormais remis en cause. Dans les couloirs du pouvoir, une opposition sournoise s'organisait. Des figures influentes, parfois même issues de l'administration actuelle, multipliaient les réunions secrètes. Liées à des intérêts étrangers, notamment à certaines puissances occidentales, ils conspiraient contre le président et sa politique de rupture. Ibrahim, bien que pleinement engagé sur le terrain, restait lucide. Il avait appris à ses dépens que la trahison pouvait venir des visages les plus familiers. Même son propre cousin, jadis bras droit fidèle, faisait l'objet de soupçons. Des écoutes avaient révélé des appels suspects, passés avec des individus liés à des réseaux étrangers. Le choc fut immense. La douleur d'une trahison familiale était bien différente de celle d'un simple complot politique. Ce n'était pas seulement un affront personnel, c'était une menace directe contre la vision collective qu'il portait. Pourtant, il savait que l'émotion ne devait pas guider ses décisions. Il fallait agir avec fermeté et discernement. Un soir, tard dans la nuit, Ibrahim convoqua ses plus proches conseillers. L'atmosphère était grave. Il leur annonça que des éléments au sein même de leur gouvernement œuvraient contre eux. Il n'était plus question de doute. Le temps de l'alerte était passé. Il fallait désormais contre-attaquer. Le commandant Diarra, chef de la sécurité présidentielle, confirma les informations. Un coup d'État était en préparation. Plusieurs hauts responsables, en collaboration avec des puissances extérieures, étaient prêts à faire tomber le régime pour rétablir l'ancien ordre. Pire encore, le cousin d'Ibrahim semblait mêlé à ces manœuvres. Malgré le coup porté à son cœur,
Ibrahim refusa de céder à la panique. Il ordonna immédiatement l'ouverture d'une enquête secrète. Ses services de renseignement se mirent à collecter des preuves, à surveiller les allées et venues, à infiltrer les cercles suspects. Peu à peu, les pièces du puzzle se mirent en place. Les résultats de l'enquête confirmèrent ses pires craintes. Une partie de l'élite gouvernementale travaillait activement à saboter les efforts de reconstruction. Leur complicité avec des entités étrangères visait à affaiblir l'État, à ralentir le progrès, à maintenir le pays sous tutelle. Ibrahim convoqua son cousin pour le confronter. Le regard fuyant, ce dernier nia dans un premier temps, tentant de se justifier maladroitement. Mais les preuves étaient irréfutables. Le président lut dans ses yeux une forme de regret, mêlée à la peur. Le lien de confiance était irrémédiablement brisé. « Je croyais que tu étais avec moi », dit Ibrahim d'un ton glacé. « Mais tu n'as pensé qu'à toi. Tu t'es servi de notre cause pour mieux la trahir. » Son cousin murmura un faible « Je voulais te protéger ». Mais il était déjà trop tard. La sentence tombait dans le silence de la nuit. Il n'y aurait pas de pardon. Le président ordonna la destitution immédiate de tous les conspirateurs. Une fois les faits rendus publics, la population, abasourdie mais solidaire, comprit l'ampleur de ce qu'ils avaient frôlé. Une tentative de renversement, orchestrée par leurs propres dirigeants, avait été évitée de justesse. Les instigateurs du complot furent arrêtés et mis à la disposition de la justice. Pour Ibrahim, c'était une victoire amère. Il avait sauvé le pays d'une crise majeure, mais au prix d'une blessure personnelle profonde. Son combat venait de prendre une nouvelle dimension, car il le savait désormais. Le vrai ennemi ne se trouvait pas seulement à l'extérieur. Il était aussi dans les salons dorés du pouvoir, parmi ceux qui n'avaient jamais voulu que le peuple s'émancipe. L'indépendance réelle ne viendrait qu'en extirpant ces racines du mal. Dans les semaines qui suivirent, Ibrahim redoubla d'efforts pour stabiliser le pays. Il lança de nouvelles réformes, renforça les institutions et relança des projets économiques destinés à offrir des opportunités concrètes aux jeunes. Il multiplia les déplacements sur le terrain, refusant de gouverner à distance. Le peuple, touché par sa détermination et sa résilience, lui renouvela sa confiance. La peur céda peu à peu la place à l'espoir. Ibrahim n'était pas seulement un président. Il était devenu le symbole d'une Afrique qui relève la tête, qui refuse la soumission, qui croit en elle-même. Et alors qu'il observait la jeunesse burkinabé reconstruire leur patrie avec courage, Ibrahim savait que rien ne pourrait plus arrêter cette marche vers la dignité. Les ennemis reviendraient peut-être, plus forts, plus sournois. Mais le peuple, désormais éveillé, ne se laisserait plus jamais tromper. Burkina Faso avançait, lentement, difficilement, mais sûrement. Et cette fois, c'était pour de bon. Après des décennies marquées par l'instabilité et les promesses non tenues, le Burkina Faso entamait une nouvelle ère. Le programme Bâtisseurs du futur, lancé à grande échelle, redonnait espoir à une jeunesse autrefois abandonnée. Des milliers de jeunes burkinabés, autrefois contraints à l'exil, revenaient au pays, pleins de détermination, prêts à contribuer à la reconstruction nationale. Les rapatriés, rebaptisés bâtisseurs, devinrent les piliers d'un nouveau mouvement. Grâce aux outils, formations et ressources mis à leur disposition, ils participèrent activement à la transformation du pays. Routes, écoles, hôpitaux, les infrastructures poussaient là où autrefois régnait le vide. L'économie reprenait vie. Le président Ibrahim Traoré, moteur de ce renouveau, devenait l'emblème d'une Afrique qui voulait se libérer de toute dépendance extérieure. Mais son audace ne plaisait pas à tout le monde. À l'extérieur,
Certains dirigeants africains, toujours liés aux intérêts occidentaux, voyaient en lui une menace. En coulisses, des alliances douteuses se formaient, nourries par des puissances étrangères, inquiètes de perdre leur influence sur le continent. Un soir, alors qu'il était réuni avec ses conseillers les plus proches, Ibrahim reçut une information alarmante. Une tentative de coup d'État se préparait. Mais cette fois, le danger ne venait pas de l'armée, mais d'un jeu politique plus insidieux, orchestré au sein même de l'Union africaine, avec la bénédiction tacite d'intérêts étrangers. Ibrahim, qui avait toujours compris que la libération de son pays ne serait pas sans douleur, sut immédiatement qu'il devait agir vite. « Je ne laisserai pas le Burkina Faso retomber dans les ténèbres », déclara-t-il d'une voix ferme. Il chargea son équipe de recueillir des preuves tangibles de l'ingérence étrangère et de l'implication de certains politiciens corrompus. Le travail était risqué, mais nécessaire. La souveraineté du pays en dépendait. Tandis que l'enquête progressait, un avertissement lui parvint d'un contact fiable en Afrique du Sud. L'attaque était imminente. Certains hauts fonctionnaires du gouvernement burkinabé, restés fidèles aux anciennes pratiques, avaient déjà été approchés. Face à l'urgence, Ibrahim convoqua une réunion stratégique avec ses plus fidèles alliés, dont le commandant Diarra, son chef de la sécurité. Ensemble, ils élaborèrent une riposte. Il ne s'agissait pas seulement de protéger un poste présidentiel, mais de défendre une vision, un rêve commun pour l'avenir du pays et du continent. Les jours suivants furent tendus. Les services de sécurité opérèrent discrètement, identifiant et neutralisant les conspirateurs avant qu'ils ne puissent passer à l'action. Le gouvernement publia un communiqué dénonçant fermement toute tentative d'ingérence étrangère et réaffirmant l'engagement du Burkina Faso à préserver son indépendance. Le jour décisif, Ibrahim s'adressa à la nation. Il parle avec le cœur, sans détour. Ceux qui veulent voir notre nation tomber n'ont pas compris la force de notre peuple, déclara-t-il. Nous sommes unis, et c'est ensemble que nous construirons notre avenir. Ces paroles résonnèrent dans les rues de Ouagadougou, et bien au-delà. Le peuple, éprouvé mais résilient, répondit avec une ferveur inébranlable. La tentative de coup avait échoué. Mais Ibrahim savait que les ennemis de l'Afrique ne renonceraient pas si facilement. Les puissances occultes, les politiciens corrompus, les opportunistes étrangers, tous continuaient à œuvrer dans l'ombre. Malgré cela, l'élan populaire se renforçait. Ibrahim intensifia ses visites dans les zones rurales, s'asseyant avec les fermiers, les ouvriers, les enseignants. Il leur rappelait que leur avenir ne dépendait pas d'aides extérieures, mais de leur propre unité et courage. Il leur parlait d'autonomie, de dignité et d'éducation. Lors d'un de ses déplacements, un vieil homme s'approcha de lui. Son visage buriné racontait l'histoire d'un pays meurtri. « Monsieur le Président, dit-il avec émotion, j'ai vu passer bien des régimes. Mais pour la première fois, j'ai l'espoir que mes petits-enfants ne devront pas fuir pour survivre. » Touché, Ibrahim lui répondit « C'est grâce à vous, à votre endurance, que je me tiens ici. » Pendant ce temps, à Ouagadougou, l'opposition politique prenait un nouveau visage. Ceux qui avaient profité de l'ancien système commençaient à faire entendre leur voix, dénonçant la politique du président comme utopique ou populiste. Certains tentaient de discréditer les progrès accomplis. Mais Ibrahim n'était plus un novice. Les tempêtes qu'il avait traversées l'avaient forgé. Il restait concentré sur sa mission: bâtir une nation où les ressources seraient au service du peuple et non accaparées par une élite. Il redoubla d'efforts dans les secteurs clés: éducation, santé, énergie. Un jour, devant une foule immense rassemblée au cœur de la capitale, il prononça un discours historique. « Mes amis, mes frères et sœurs, lança-t-il,
Nous n'attendrons plus que le monde nous autorise à rêver. Nous prendrons notre destin en main. Le temps de la soumission est révolu. Il parle avec conviction d'un avenir forgé par les Africains, pour les Africains. Un avenir de coopération régionale, de souveraineté économique et de renaissance culturelle. Le public, ému, lui répondit par des chants, des larmes et des acclamations. Le pays, autrefois divisé, avançait désormais d'un seul pas. Dans les mois suivants, Ibrahim poursuivit ses réformes avec détermination. Il lança de nouveaux projets d'infrastructures, renforça les liens avec d'autres nations africaines et mit en place des mécanismes de transparence pour lutter contre la corruption. Chaque action visait à redonner au peuple burkinabé la maîtrise de son avenir. Et tandis que certains continuaient à comploter, une chose devenait certaine. Ibrahim Traoré, par sa vision, sa ténacité et son attachement indéfectible à la cause africaine, avait réveillé un sentiment nouveau. Il était devenu bien plus qu'un chef d'État. Il était devenu un symbole.